Donc, alors que les entreprises ont désormais bien intégré l'importance de la RSE, l'anti-gaspi et le réemploi passent désormais par la loi. Le métier d'acheteur est en pleine mutation. Pour réussir à sourcer des fournisseurs performants et solides sur les notions de durabilité, charte, éthique, pour parfois acheter des produits recyclés plus chers que du neuf. Pour évoquer ce phénomène dans l'ameublement, nous sommes avec Florane de Clermont, chef de projet innovation chez Valdelia. C'est l'éco-organisme en charge de la seconde vie du mobilier professionnel qui assure la collecte et le recyclage de 90 000 tonnes de mobilier chaque année. Et à vos côtés, on verra aussi en visio nos témoins après vous, Florane, mais à vos côtés, Florence Armitano, vous êtes chef de projet R4 pour ARES, Association pour la réinsertion économique et sociale, qui s'adresse aux populations en situation d'exclusion. On parlera de tout ça après. Alors, Florane, on parle de loi anti-gaspillage et économie circulaire. Les critères sont mieux définis ? Alors, les critères de cette loi ont été définis lors de la publication de la loi l'année dernière, pour une application là à partir du 1er janvier 2022. Et c'est vrai que dans ces critères, on a vu apparaître plusieurs interprétations, notamment sur la question de 20% de produits réemployés et réutilisés qui devaient être achetés par les acheteurs publics. Aujourd'hui, on a creusé un peu cette question, notamment avec l'ameublement français, pour avoir vraiment une réponse claire du ministère sur la part de produits de réemploi, de réutilisation qui devaient être achetés. Et donc, on est en train de finaliser une note justement pour mettre au clair vraiment ce qu'attend le ministère sur cette question d'achat responsable dans tout ce qui va être marché public. Et cette loi est pour les achats publics, mais ça va avoir des incidences et une influence générale ? Alors, il faut savoir que déjà, les achats publics, ça représente plus de 50% des achats de mobilier en France. Donc aujourd'hui, la loi se concentre sur les achats publics pour les collectivités, mais nous, on est assez persuadés que ça va ensuite avoir un effet d'entraînement et pousser aussi le secteur privé à se mettre à acheter aussi du réemploi, de la réutilisation. Et d'ailleurs, on le voit, on a déjà pas mal de demandes d'entreprises qui commencent à se poser des questions sur le marché de l'occasion, sur le réemploi, sur la rénovation, la réparation. Donc voilà, suite à cette loi, je pense qu'il y aura vraiment un effet d'entraînement et que tout le monde passera le cap. Et ça, vous le voyez vraiment là, c'est nouveau ? Ça fait 2-3 ans, je dirais, qu'on a ces demandes. Et peut-être que l'effet aussi Covid et maintenant la reprise pousse les acheteurs à se poser un peu la question de la manière dont ils achètent. Mais oui, c'est assez récent et ça prend de plus en plus d'ampleur. Maintenant, on a des demandes vraiment tous les mois, je dirais, sur ces questions de réemploi, réutilisation. Alors, on emploie toujours les termes recyclage, réemploi, upcycling. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les différences ? On s'y perd complètement. Des petites définitions. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon dans le monde de l'économie circulaire en général. Nous, on distingue 4 grands termes. Le premier, ça va être le recyclage. Quand on parle d'un mobilier recyclé ou du recyclage d'un produit, il faut vraiment imaginer un centre de traitement qui va prendre les mobiliers avec des énormes grappins et les broyer en copeaux qui seront ensuite triés par matière et renvoyés vers des filières qui réutilisent ces matières premières secondaires. Donc c'est avec ça qu'on fabrique des panneaux de particules, les aciéristes utilisent le métal fondu pour refaire du métal. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle recyclage et ça passe par des centres de traitement prestataires qu'on a, nous, partout en France. On distingue de ça le réemploi et la réutilisation, qui sont vraiment le fait de réutiliser le produit, mais sans changer sa fonction ni son aspect premier. Typiquement, quand on va donner un meuble à Emmaüs, on appelle ça du réemploi. Emmaüs réutilise ce mobilier pour la même fonction et de la même manière que le premier état du produit. C'est ce on appelle aussi seconde vie. Oui, alors pour nous, dans les secondes vies, on voit un peu tous ces concepts-là. D'accord. Parce que à travers ces différents process, les mobiliers ont une seconde vie, soit dans un autre meuble, soit de la même manière. Et après, on distingue de ça l'upcycling, qui est le fait pour nous, on l'a défini comme reprendre un produit et surtout la matière qu'il compose. Par exemple, un bureau, on va reprendre le plateau et on va réutiliser cette matière pour en faire un autre meuble et donc on change l'aspect et la fonction initiale du meuble. Typiquement, avec un bureau, on va pouvoir refaire une étagère, un caisson, un tabouret. Et souvent dans l'upcycling, il y a un parti pris de design assez fort pour montrer qu'on peut faire des choses belles avec ce qui était initialement un déchet.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que les designers, les architectes s'emparent beaucoup de ça, de cette création-là, cette créativité-là est possible. Aussi, avec le recyclage de matériaux recyclés, vraiment, le design, l'architecte a sa place dans cette partie-là du matériau. Oui, et c'est vrai que nous, on est assez contents de ça parce que les designers montrent qu'on peut faire des choses belles, des beaux produits avec ce qui était initialement voué à la benne. Donc, je pense que ça joue aussi sur cet engouement pour le réemploi, la réutilisation qui arrive aujourd'hui. Qui est une obligation. Aussi. Alors, est-ce que vous sentez une évolution des approches achats ? Est-ce que là, c'est concret ? Alors oui, ça devient très concret et on est assez sollicité aussi maintenant par les acheteurs qui ont vu cette loi arriver sans trop d'outils ou d'accompagnement et qui du coup se tournent un peu vers différents interlocuteurs pour comprendre et voir comment ils peuvent intégrer des nouvelles clauses du coup dans leur marché. Donc oui, les acheteurs nous sollicitent beaucoup. Et nous, on leur explique qu'on est là aussi pour accompagner leurs fournisseurs, les fabricants de mobilier classiques, pour les aider à intégrer des matières, du mobilier de réemploi dans leurs réponses. Donc on est d'une part en lien avec les acheteurs qui se posent des questions sur comment rédiger les marchés, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans, et d'autre part les fournisseurs qui vont ensuite répondre à ces marchés pour répondre à la loi finalement. Mais ce qui peut créer d'autres problématiques, à savoir problématiques de sécurité, de normes, etc. Dans ces matériaux-là et dans ce mobilier-là, il y a quand même cette problématique, donc ça va être la suite, ça ? Oui, c'est tout à fait la suite. On était déjà un peu actifs sur ces sujets, notamment dans tous les espaces qui reçoivent du public. On a un gros sujet autour de la norme feu aujourd'hui. Donc on a lancé des groupes de travail avec le FCBA notamment sur ce sujet. Mais oui, ça va être la suite du coup logique. Et on veut aussi pousser le ministère à réfléchir à cette question parce que certes on a envie de faire du réemploi, de la réutilisation, mais aujourd'hui il y a des grosses contraintes sur certains secteurs, notamment les ERP. Donc oui, c'est la suite qui va arriver sous peu, on espère. Et l'autre questionnement et suite, c'est le prix. Ça ne veut pas dire que c'est moins cher en fait ? Alors aujourd'hui non, en effet, parce que disons que les sources de coûts sont déplacées, la matière première est peut-être moins chère quand on parle d'upcycling ou de réemploi, mais il y a beaucoup plus de main-d'œuvre pour recouper le produit, le remanufacturer, le rénover. Donc on va avoir beaucoup plus de coûts dans la manutention des produits et l'humain. Et donc aujourd'hui, tant mieux parce que c'est créateur d'emplois en revanche. Alors oui, tout à fait. C'est créateur d'emplois et on a beaucoup d'entreprises qui font de l'insertion du coup en réapprenant le métier de la menuiserie, de l'ébénisterie à des salariés. Donc ça a d'autres impacts qui sont vraiment intéressants. Mais en effet, aujourd'hui, on ne peut pas concurrencer le neuf et les industriels qui optimisent finalement leur chaîne de production depuis des centaines d'années. Là, on recrée finalement un nouvel outil de production en changeant la matière première initiale. Donc on espère que dans 50 ans, on sera industrialisé comme aujourd'hui le neuf. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur des coûts du coup encore assez élevés sur ces produits. Du coup, tout est encore à faire et à construire. En fait, c'est que le début là, finalement. Oui, c'est le début. Après, on essaye de mettre en place des outils. Je crois que j'avais fait une slide dessus, mais notamment, nous, on essaye de mettre en place des matériothèques parce que la grosse problématique des designers et des upcyclers, c'est l'accès au gisement. Finalement, où est-ce qu'on trouve cette matière de seconde vie ? Alors oui, il y a des encombrants sur le trottoir, mais c'est pas des sources pérennes d'approvisionnement. Oui, ça suffit pas. Oui. Et donc, on essaye de mettre en place des matériothèques sur tout le territoire. Là, on expérimente 7 matériothèques actuellement en France, qui sont pour nous des prestataires à qui on va livrer des mobiliers entiers et on leur demande de démanteler ces produits et de stocker notamment les plateaux, qui sont du coup une surface intéressante pour refabriquer ensuite des produits. Donc on en a 7 en France aujourd'hui qui sont en test et on espère pouvoir diffuser ça et permettre du coup toujours plus de réemploi de produits. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir le problème du stockage, le problème de la transformation, donc avec des besoins humains, et le problème du stockage. Voilà, c'est votre grosse problématique, j'imagine. Oui, c'est ça. Et c'est toujours l'histoire du jour où on a un gisement de 1000 bureaux qu'on pourrait réutiliser et en fait les acteurs n'ont pas le stockage disponible ce jour-là et quand ils ont le stockage disponible on n'a plus le gisement et voilà, c'est un cercle qu'on a beaucoup poursuivi ces dernières années, donc on essaye de résoudre déjà ce problème du stockage et du gisement grâce aux matériothèques.
Mais voilà, on fait des tests, on expérimente et peut-être que demain, on aura d'autres solutions à tester. Alors maintenant, on a des témoins, dont vous, Florence, qui êtes là, mais on va être dans cette nouvelle ère là, à distance avec Héloïse, Camille et Olivier. Formidable, bonjour. Alors, vous êtes architecte et pour Pierre et Vacances, vous assurez le suivi de projets sur les bâtiments neufs, extension, rénovation. Donc, je vais faire un petit tour de table. Camille Angelet, vous êtes manager achat, construction, rénovation et produits depuis 2011. Toutes deux pour le groupe Pierre et Vacances. Vous avez mis en place de nouvelles façons de travailler. On y reviendra puisque Pierre et Vacances a entamé une réflexion pour placer l'économie circulaire dans ses rénovations et travaille avec Merci René. Et justement, Merci René Olivier. Olivier Hu, vous êtes cofondateur de Merci René en 2017, qui est une société coopérative de gestion de projets de design, d'usage, d'espace et de mobilier et de communication. Vous construisez et aménagez des espaces et du mobilier éco-responsable grâce à un réseau de partenaires à la fois local, social et environnemental. Et Florence, je vous ai présenté tout à l'heure. Alors Olivier, d'abord, on parle souvent, tout comme j'ai demandé la définition de recyclage, upcycling, etc. On parle de Uppers, qui est une initiative de l'ameublement français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ameublement français a bien compris les tendances et les problématiques actuelles et que le tout recyclage n'était pas possible et qu'en même temps, il y avait de plus en plus de demandes, que ce soit des particuliers ou des professionnels pour acheter du mobilier et aménager des espaces autrement. Donc les Uppers, en fait, c'est un club, un réseau d'acteurs français autour de l'upcycling. Donc, ils sont répartis un peu partout sur le territoire et qui ont des compétences très différentes sur le sujet. Et c'est tous ensemble, dans ce réseau-là, qu'on est capable de répondre à des plus grosses demandes, comme aujourd'hui celle de Pierre et Vacances. Mais avec une identité de marque et une spécialisation sur mesure, agencement d'espace. Oui, c'est ça, le point d'entrée, c'est le design. C'est de faire du beau, du sur-mesure. Et puis surtout de rendre visible tout ça aujourd'hui à ceux qui sont en recherche de ces solutions, puisque tout l'ensemble de ce réseau, c'est essentiellement des petits acteurs naissants sur des territoires un peu partout en France. Et donc l'idée du réseau, c'est de faire de la synergie, de la mise en visibilité pour rendre accessibles ces solutions. Alors, Héloïse, la démarche du groupe Pierre et Vacances, Center Park, concernant la rénovation dans le cadre de la politique RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, quelle est la démarche ? La démarche, en fait, elle est assez simple et elle est complètement en corrélation aujourd'hui avec la stratégie de l'entreprise qui est portée aujourd'hui par notre directeur général, Franck Gervais, à savoir Réinvention 2025, où on a vraiment une stratégie RSE qui se veut vraiment renforcer et renforcer à travers de réelles actions. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui a guidé le travail qu'on a pu mener en interne ou avec Olivier et qui est aujourd'hui dans une phase plutôt, on va dire, exploratoire, mais où clairement des pistes d'action aujourd'hui sont en train d'être mises en place. Il est vrai que nous, la question qu'on s'est posée, notamment avec Camille, c'est de se dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Vous le disiez, effectivement, nous, on s'occupe, dans le cadre de projets de développement ou de rénovation, du suivi, de la mise au point des projets d'aménagement, d'architecture d'intérieur, de choix de mobilier. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on se questionne énormément sur quels moyens on peut mettre en place concrètement, quel levier, quelles solutions. Et aujourd'hui, c'est absolument incontournable pour nous et c'est dans le cadre aussi de notre positionnement sur un tourisme très local où vraiment un tourisme de proximité pour nos clients, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent de se pencher, en tout cas pour nous aujourd'hui, sur ces démarches d'économie circulaire
et en particulier dans le cadre des projets de rénovation, puisque de par notre modèle économique, on a des cycles de rénovation pour nos résidences réguliers, et donc une réflexion vraiment sur que faire de ce mobilier, comment le valoriser, comment le retraiter. Il y a déjà beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites, mais on souhaite avec Olivier justement essayer de pousser encore plus ces réflexions. Et tu parlais justement de ces enjeux de volume. Nous, c'est clairement aujourd'hui quelque chose qui remontait dans les points d'achoppement. On va dire, c'est vraiment cette gestion du volume et de se retrouver aujourd'hui face à des partenaires qui soient en mesure de pouvoir répondre à nos attentes par rapport à ces gisements donc, que nous avons sur nos résidences, comment les traiter dans des délais généralement assez courts et avec aussi des budgets, on va dire, cadrés. Donc voilà, aujourd'hui, nous travaillons activement sur des recherches de solutions pour pouvoir travailler et intégrer ces démarches-là dans nos projets. Camille, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça et en fait, comment vous avez mobilisé les différents services, comment ça s'est passé? Héloïse a bien présenté les choses. C'est vrai que jusqu'à présent, la démarche RSE était de toute façon déjà prise en compte au sein de l'entreprise. Alors, on n'est pas un maître d'ouvrage public, donc on n'est pas encore concerné par les évolutions de loi. Mais on a eu, comme vous a dit Héloïse, vraiment un renforcement dans nos stratégies. Donc, jusqu'à présent, on était sur des choses, on va dire, pour nous, qui nous paraissaient relativement simples, avec des provenances, des certificats pour les provenances de bois pour nos mobiliers, utiliser bien sûr les bennes Valdelia, entre autres, lorsqu'on faisait nos rénovations. Et c'est vrai que là, la grosse nouveauté, et Héloïse a été un très fort vecteur là-dessus, ça a été d'associer toutes les parties prenantes du groupe pour les rénovations, pour travailler sur ce sujet de upcycling, parce qu'on le faisait à notre petite échelle, avec parfois une remise en état d'une table, d'une chaise, on rajoutait une galette, on changeait un peu de tissu. Mais là, le travail, ça a été vraiment quelque chose qui est en cours, mais qui de mettre tout le monde autour du même objectif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent, surtout pour le RSE, où souvent on va compartimenter les objectifs d'un service à l'autre. Donc là, en plus du design et des achats, il y avait également les opérationnels, ceux qui vont devoir gérer ces rénovations. Et donc, disons, eux, entre autres, un certain nombre de freins et une journée comme on a pu faire pendant 2 jours. Au mois de juin, là, vous avez fait une immersion globale, c'est ça? Vous avez fait une sorte de grand campus, de réflexion en interne? C'est ça. Pendant 2 jours, on est parti donc avec des personnes de l'ameublement français, avec Olivier de Merci René et des personnes de son équipe. Et donc, côté Pierre et Vacances, on avait en gros design, achat, marketing, exploitants, donc ceux qui... Ah, on ne vous entend plus. Mince. Alors, peut-être qu'Héloïse, vous pouvez reprendre la main. Oui, donc il y avait effectivement l'exploitant et puis il y avait aussi toutes les équipes qu'on appelle rénovation, qui sont vraiment les personnes qui sont à la manœuvre dans les projets de rénovation, dans la gestion du budget, des plannings, des entreprises qui interviennent, des appels d'offres. Et donc effectivement, toutes les parties prenantes étaient présentes. On a organisé ce workshop, Olivier l'a animé avec son équipe et sur toute une première journée qui était une journée aussi de découverte un peu pour nous, parce que vous en parliez au début, il est vrai qu'il y a beaucoup de termes aujourd'hui dans cette économie circulaire. Arriver à s'y retrouver sur qu'est-ce que c'est du réemploi, qu'est-ce que c'est de l'upcycling, on en entend de plus en plus parler, c'est une très bonne chose, mais concrètement le définir, l'exprimer, c'est des notions qui ne sont pas forcément simples. En tout cas, on n'était pas forcément très à l'aise là-dessus, et on a pu un peu clarifier tout ça avec Olivier, avec Philippe, également le French Design qui nous a accompagnés dans cette démarche-là à travers l'intervention d'Élise Donné. Et c'est vrai que
On a clarifié aussi quelles étaient nos attentes, ce qui est, je pense, extrêmement important, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement concrètement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et puis aussi, après, on est allé visiter en fait des résidences à la montagne et différents types de résidences, parce que c'est aussi un des gros enjeux qu'on a chez Pierre et Vacances, c'est qu'on a quand même une très grande disparité en fait d'actifs avec des gisements plus ou moins intéressants. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre principalement sur des résidences où, par exemple, on va avoir du mobilier avec du bois massif. Donc là, on peut dire qu'on a, entre guillemets, un gisement de qualité, en tout cas où on pense qu'il y a vraiment de belles opportunités. Et puis, ça s'intègre aussi de manière très intéressante pour nous dans le cadre des relations qu'on peut avoir avec nos propriétaires, puisqu'en fait, nous ne sommes pas propriétaires de nos biens. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment c'est un levier aussi d'échange avec nos propriétaires dans le cadre de rénovation. On va leur dire, bah non, on ne va pas mettre à la poubelle ces meubles, ce qu'on ne faisait pas vraiment, puisqu'ils étaient recyclés. Mais là, on est vraiment dans cette démarche de dire, voilà comment on peut les valoriser, que ce soit à travers du réemploi ou justement de l'upcycling. Vous êtes allé au-delà du constat, vous essayez vraiment d'avoir des solutions après réflexion. Et Olivier, vous étiez justement, de cette expérience, vous en avez tiré quoi? Et vous donnez quelle solution pour être concret? Nous, la solution qu'on offre déjà, c'est dans ce réseau de Uppers, d'être l'accompagnateur de ces démarches auprès d'entreprises comme Pierre et Vacances. Donc, on est facilitateur de ces démarches à la fois en interne pour les aider à mûrir le projet et la manière d'incorporer l'économie circulaire dans leur fonctionnement au quotidien. Et puis surtout, après, le facilitateur d'entrer dans le réseau des Uppers, puisque comme on disait tout à l'heure, il y a un panel de solutions aujourd'hui qui existe sur le territoire avec des acteurs très différents. Et nous, notre rôle, c'est de coordonner la réponse de tous en étant le point d'entrée pour un groupe comme Pierre et Vacances, quoi. Et c'est vrai qu'on est souvent, on peut être dans la caricature très vite sur le recyclage, l'upcycling, c'est faire un meuble avec des palettes. En fait, c'est pas du tout ça. On est loin de ça. C'est complètement structuré et il y a une vraie démarche créative. Enfin voilà, il faut le faire savoir ça justement. Oui, ça, aujourd'hui, tout est possible. En fait, il n'y a plus de limite sur le réemploi des matériaux, des matières. Tout est imaginable. Nous, aujourd'hui, on est incapable de figer une image de ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire que ça se dessine avec le client en fonction de ses enjeux, de ses prérequis esthétiques, son budget et tout ça. Et donc, en fait, on ne fait que de sur-mesure, du design et du local. Voilà. Alors, pour que je comprenne bien, donc vous avez fait le constat, vos propriétaires aussi, par rapport à ce que vous aviez comme ressources, et après il se passe quoi là aujourd'hui en fait chez vous? Concrètement, dans une grosse entreprise comme la nôtre, c'est effectivement beaucoup d'énergie d'essayer de faire évoluer les choses, mais l'envie est là et concrètement le support en fait et la congruence entre cette objectifs de stratégie et vraiment les solutions aujourd'hui qui sont proposées sont là. Et donc, nous, aujourd'hui, concrètement, on a des projets de rénovation, notamment à la montagne. Je vous parlais des résidences où on a ces mobiliers, notamment en bois massif, avec un esprit très, très chalet, avec une grosse présence de bois. Aujourd'hui, on a des projets qui vont être initiés d'ici la fin de l'année, je pense d'ici le mois prochain, pour des projets de rénovation et nous allons être accompagnés par des designers, architectes d'intérieur pour travailler sur ces projets de rénovation et également par Olivier et son équipe justement pour intégrer dès le démarrage en fait ces réflexions dans le cadre d'un projet de conception. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est vraiment que cette démarche-là soit intégrée au démarrage du projet de conception.
Exactement. À travers des visites de sites, d'audits, d'analyses, de recommandations, d'échanges, de sensibilisation aussi des designers avec qui on peut travailler. Et voilà, et tout ce travail, c'est un travail qu'on va démarrer normalement dans les toutes prochaines semaines. En tout cas, on s'est mis en ordre de marche comme ça. Et Olivier, là, par rapport à ça, vous avez déjà des idées? Vous voyez déjà comment ça va se faire? Parce qu'on a du mal à se projeter, hein. Des idées, nous, on n'en manque pas. C'est pas ça la problématique aujourd'hui. La problématique, c'est avec chaque client sur ses projets d'envergure. En fait, nous, on a déjà réalisé, par exemple, une résidence étudiante à Toulouse, 153 appartements avec un bailleur social, ou une Biocoop de 1000 mètres carrés. En fait, la problématique à chaque fois, c'est la même. C'est comment passer, on va dire, d'un fonctionnement linéaire à un fonctionnement circulaire, tout en respectant des paramètres d'un projet qui sont un budget, un timing, des quantités, une esthétique. Donc, en fait, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est un peu ce que évoque Héloïse, c'est que voilà, il faut qu'on y aille par étapes. Donc, avec Pierre et Vacances, on est passé d'abord par un séminaire d'immersion. Après, ils en discutent en interne. Ils choisissent le bon projet parce qu'ils en ont plein des projets partout en France où ils rénovent. Donc, il faut en choisir un pour commencer. Et puis après, sur ce projet-là, on va y aller phase par phase. Donc, il y aura d'abord une phase conception à laquelle on va discuter avec les équipes internes et les architectes par rapport aux habitudes, de commencer à modifier des choses et puis surtout à faire, ce qui va changer, c'est de faire avec l'existant, quoi. Donc là, dans le cadre d'une rénovation, on va partir du réemploi du mobilier sur place pour voir ce qui peut être fait à partir de ça. Et puis après, on va accompagner phase par phase, en fait. Voilà. On a hâte de voir. Alors, je vais m'adresser maintenant à vous, Florence. Tout à l'heure, j'ai dit projet R4. C'est une voiture? Je sais pas. On apprend plein de nouveaux mots. C'est formidable. Oui, il y a toujours la problématique quand on lance un nouveau projet de lui trouver un nom. Et c'est effectivement ce doux nom de R4 qui a été choisi. Et R4, c'est tout simplement, pour reprendre déjà les 3 R qui ont été présentés par Florane tout à l'heure, qui sont réutilisation, réemploi et recyclage. Et en ajoutant le 4e, qui est vraiment notre ADN chez Arès, qui est la réinsertion, ou l'insertion, c'est la même chose. Et en fait, c'est ce nouveau projet qui a été lancé par le groupe Arès l'année dernière, dont je vais vous parler un petit peu, et peut-être juste vous présenter rapidement Arès, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux. Et je ne vous en veux pas. Je vous confirme. Donc, le groupe Arès, c'est un groupe qui est né il y a 30 ans. Donc là, on les fête en novembre de cette année. Et on est un groupe d'insertion. On a 14 établissements, dont 90% sont en Île-de-France. Et on en a un aussi du côté de la région lyonnaise et un dans le Bordelais. Mais bon, on est quand même aujourd'hui très francilien par nos établissements. On accompagne chaque année 1000 personnes en insertion et on est à peu près 250-280 permanents. Des personnes en insertion, alors c'est un dispositif un petit peu particulier, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme. C'est des personnes qui ont un parcours de vie souvent accidenté, qui peuvent être de différents profils. Ça peut être des réfugiés, des gens qui sont arrivés récemment en France, des gens qui ont décroché scolairement, des gens qui ont un peu perdu le pied dans leur emploi précédent. Il y a des profils assez variés. Et l'objectif, nous, c'est de les embaucher sur nos sites pendant des périodes de 12 à 24 mois, où à la fois on leur donne un travail et à la fois on leur donne un accompagnement social pour leur donner en fait tous les outils pour demain leur permettre de vraiment se lancer dans un emploi qui leur correspond et un emploi, si possible, en CDI. Donc c'est vraiment notre objectif et c'est vraiment tout ce qui guide nos actions chez Arès. Donc ça c'est vraiment important pour comprendre même la genèse du projet. Et sur un de nos établissements qui est en Seine-Saint-Denis, on faisait traditionnellement beaucoup de BTP. On travaille beaucoup dans le BTP parce que ce sont des activités où il y a beaucoup d'humains et beaucoup de main-d'œuvre. Exactement. Et donc qui correspondent bien à notre métier, à nous. Et en fait, on faisait beaucoup de curage, de dépose. Donc, on intervenait dans des bureaux et on les désossait
pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme. Et on fait aussi beaucoup de vidage, notamment en lien avec Val-d'Elia, où on va dans des bureaux, on vide les bureaux et après on essaye de trouver des repreneurs. Et quand pas de repreneurs, ça part chez Val-d'Elia. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit que c'était quand même une économie très linéaire et qu'il y avait quelque chose à faire de plus circulaire. Et pour nous, la réflexion était de se dire, ce sont des métiers d'avenir aussi pour nos salariés. On disait tout à l'heure que ça allait créer des emplois, mais ça crée des emplois donc dans toutes les couches de la population et aussi pour nos salariés. Et donc on s'est dit, on va faire quelque chose autour de ça en essayant de trouver des filières pour chacun de ces R qu'on a cités tout à l'heure. Et donc ça a donné lieu à ce projet R4 qui a différents volets. Vraiment très rapidement, on a un atelier de démantèlement de verre pour casser du verre et le récupérer et en refaire du verre plat pour éviter qu'il soit enfoui, ce qui est la majorité du verre aujourd'hui présent en France. Donc ça, c'est une première activité qu'on fait. On fait beaucoup de déposes soignées pareil, dans les bâtiments pour essayer que les matériaux ne soient pas mis à la benne, mais pour qu'ils soient valorisés au mieux. Oui, parce que c'est très vite mis à la benne, en fait. Si c'est un peu abîmé, ça dégage. C'est sûr, il y a un enjeu très fort. Il y a une REP qui est en train de se construire. La nouvelle REP du bâtiment qui sort à partir normalement de début 2022. Donc il y a beaucoup d'enjeux effectivement dans le bâtiment. C'est un des secteurs les plus qui émet le plus de déchets, en tout cas en France, si ce n'est dans le monde. Je pense. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc vous en étiez à des pauses délicates. Exactement, des pauses délicates, des pauses soignées, des pauses sélectives. Il y a plein de petits termes aussi qui existent. Et dans le cadre de nos activités de vidage, pareil, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin que juste animer un réseau de brokers et appeler Val-d'Elia. Et on a vu l'appel d'offres de la Matériothèque. On a remporté pour notre région francilienne la Matériothèque, où on est 2 d'ailleurs de Matériothèque. Et donc on la déploie là depuis quelques mois. Donc on réceptionne des plateaux de bureaux qui ont déjà été utilisés et que Val-d'Elia juge comme étant réutilisables. Et on les démantèle, on les stocke et nous on les ressort quand Val-d'Elia a trouvé repreneur. Et donc ça c'était un petit peu la genèse du projet, mais à partir de là on s'est dit c'est quand même dommage, nous on a tous ces plateaux, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin ? Et ça faisait longtemps qu'on songeait à lancer un atelier de transformation du bois. Parce qu'encore une fois, en insertion, ça a énormément de sens parce que ce sont des métiers très valorisants à partir du moment où on fait des choses avec nos mains. Les gens retrouvent confiance en eux. Oui. Et donc, ça nous permet aussi de diversifier nos profils parce qu'on ne va pas se cacher, mais les gens qui travaillent dans le BTP, c'est des profils très masculins, des gens assez en forme physiquement parce que les conditions sont rudes. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas dans la menuiserie, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes profils. Et donc, nous, on s'est dit justement qu'on pouvait attirer d'autres profils grâce à un atelier de transformation de bois. Et donc, on se lance justement là, ce mois-ci avec un distributeur de mobilier. On va à partir des plateaux de mélaminé qu'on récupère, fabriquer des tables qui vont être distribuées demain partout en France, j'espère. Et ça a à voir avec l'initiative et le dessin de Vincent Parera et l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, la récupération des portes, justement. C'est une très bonne question. Ça s'inscrit dans la lignée, effectivement, de ce projet. Donc, comme on avait notre idée d'atelier de bois depuis un petit moment, on a voulu déjà expérimenter ça pour voir si un, ça plaisait à nos salariés, si deux, nous, on avait la capacité aussi à RES de faire ça. Et il y a 1 an et demi, parce que c'était près l'ère Covid, on s'est associé avec AAVP, donc Vincent Pereira, qui est un cabinet d'architecture, et Mobus, qui est un acteur aussi du réemploi, pour ceux qui les connaissent. Transformation. Qui fait de la transformation, effectivement. Stockage, transformation. De dalles de faux planchers techniques. Effectivement, c'est un matériau assez spécifique.
Aussi. Et on s'est associé avec eux pour répondre à un appel d'offres parce que dans le cadre de la de la réhabilitation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est dans le 14e arrondissement à Paris, qui a été le site longtemps longtemps. Une maternité. De la maternité, très longtemps, effectivement. Et un petit peu de temps, mais beaucoup plus sur un temps plus court, le site des Grands Voisins. Il était assez connu du grand public pour ça aussi. Et en fait, on a récupéré, nous, toutes ces portes. Donc il y en avait un paquet, il y en avait 400 je crois, 400 ou 500 si mon souvenir est bon, et le but c'était de leur donner une seconde vie parce que sinon les portes ça allait finir en recyclage dans ce cas présent. Et là l'apport de l'architecte, et je crois qu'on va conclure pour que vous puissiez poser des questions, mais l'apport de l'architecte est hyper important dans tout ce modèle là, en fait ça se construit tout ça, c'est ça qu'on entend. Tout à fait, là c'est vraiment lui qui a designé ça. Qui a réfléchi aux matériaux, à qu'est-ce que le matériau comment il pouvait être transformé pour que nous, derrière, on puisse venir aussi avec nos salariés les retravailler et en sortir 200 tables qui ont servi donc, au Salon du Bois qui a eu lieu à Paris en juillet. Exactement. Philippe, oui, une question ou une remarque? On a la chance d'avoir Fabrice Poncet qui est un peu le porte-parole des Uppers. C'est l'occasion peut-être de lui demander de s'exprimer sur le sujet des achats. Merci. Je ne vais pas être long du tout. Effectivement, peut-être compléter un petit peu la présentation d'Olivier. Les Uppers sont un mouvement qui est né au sein de l'ameublement français et qui regroupe plutôt des petits acteurs et des acteurs plutôt issus de l'ESS, des startups. Il faut que je me mette dans la télé, c'est ça, hein. Je m'assieds un petit peu à côté de vous. Voilà. Et l'objectif de ce mouvement qui est né au sein de l'ameublement français, c'est justement de rencontrer les industriels qui, eux, ont une expertise, ont une puissance de feu, ils ont une connaissance du marché. Et on a des solutions nouvelles à inventer en mélangeant des petites idées innovantes et des forces vives puissantes. Voilà. Et je voulais juste apporter une toute petite précision sur le vocabulaire parce que la loi AGEC est très claire là-dessus. L'upcycling, ouais, je suis moche avec ce masque. L'upcycling, on vous reconnaît. Voilà. L'upcycling, le surcyclage, ce sont des termes, on va dire, marketing, c'est pas au sens péjoratif. Hein. Dans la loi, il n'existe que 3 choses. Le réemploi, le meuble n'est pas devenu un déchet, on le réutilise, éventuellement en le réaméliorant un peu. La réutilisation, le meuble est devenu un déchet, on récupère des morceaux, des fonctions, on ne détruit pas la matière et on en fait un autre meuble. Et le recyclage, où on détruit la matière et on refabrique quelque chose de nouveau avec ça. Voilà. Très bien. Et upcycling, ça, c'est ça, c'est marketing. Voilà. Enfin, d'accord. Je veux dire, c'est une appellation. Par exemple, c'est moi, pour les journalistes, ça. Non, mais moi, quand on me dit upcycling, je pense vraiment au canapé en palette, mais c'est ma perception du truc. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je trouve que, puisqu'on est entre professionnels, c'est important de parler avec les termes de la loi. Et ensuite, on peut habiller les choses d'une manière ou d'une autre et les dire d'une manière ou d'une autre. Voilà. D'accord. Et les acheteurs à qui que tu as pu rencontrer, ils en sont où par rapport à ça? Ils sont un peu perdus ou ils... Alors, ils sont effectivement un petit peu comme une poule qui a trouvé un couteau parfois. Hein. Je crois qu'on l'a évoqué un peu rapidement. Le mobilier en réemploi pose des questions réglementaires, des questions de qualité, des questions d'assurance, des questions de garantie. Donc, c'est des sujets qui vont avancer. Les acheteurs, notamment les acheteurs publics, ont besoin aussi de découvrir le sujet, de comprendre quelles sont éventuellement les impossibilités. Par exemple, on a eu sur la ville de Grenoble une demande pour du mobilier avec de la matière issue de réemploi, mais qui soit malgré tout E05, c'est-à-dire un classement sur l'air intérieur qui soit inférieur aux standards européens. Bon, c'est évident qu'on ne peut pas arriver à aller sourcer du mobilier de réemploi avec une qualité de panneau qui n'est pas au départ une norme et quand on doit les collecter dans différents gisements. Donc il y a du travail à faire. Le FCBA s'en occupe, l'ameublement français s'en occupe. On avance sur ce sujet qui est vraiment important.